Bonjour à tous et bienvenue. Samedi 2 décembre, on célébrait la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Mais que sait-on de ce phénomène et que reste-t-il de la mémoire de cette page sombre de l'histoire? Réponse dans sa fait d'actualité. La route de l'esclavage en Côte d'Ivoire, que faut-il retenir? Les explications d'Ahmed Traoré. Kanga Nyanzé, localité située à Tiasalé, était l'ultime étape avant le départ des esclaves originaires de Côte d'Ivoire. Il est vrai que lorsqu'on parle de l'esclavage, la Côte d'Ivoire ne fait pas partie des premiers pays auxquels on pense pour accomplir le devoir de mémoire. Et pourtant, la route des esclaves est aussi passée par le pays. L'esclavage interne aux sociétés littorales et forestières de la Côte d'Ivoire du 15e au 17e siècle est un phénomène ancien permanent et croissant, mais un phénomène dont la nature précise, le procès, les conséquences et la portée apparaissent problématiques. Un esclavage véritable a été en vigueur dans les sociétés lignagères de la Côte d'Ivoire forestière des 18e et 19e siècles. Il a accompagné l'expansion des économies marchandes, ouest-africaines et européennes, où l'on vendait et achetait des captifs. L'esclavage en Côte d'Ivoire a connu des rédemptions individuelles et diverses formes de résistance. Il présente trois variantes. Le système lignager, où dominent les formes politico-idéologiques de réification. Le système esclavagiste, où s'équilibrent les formes économiques et les formes politico-idéologiques de réification. Et le système intermédiaire, avec les esclaves, soit des lignages esclavagistes, soit des communes esclavagistes. La question de l'esclavage et de ses héritages en Afrique, longtemps carrefour des traites transatlantiques, transsahariennes ou encore de l'océan Indien, est un élément incontournable de la vie politique de nombreux pays du continent. Depuis plus d'une décennie, on assiste à un regain d'intérêt pour cet objet, aussi bien de la part des chercheurs que des groupes sociaux directement concernés. Mais que sait-on de ce phénomène? Comment a-t-il impacté notre histoire? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir M. Kwame Aka, historien, professeur des universités CAMES et président des historiens africains. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, madame. Alors, quelle est votre définition de l'esclavage? On devient esclave lorsqu'on est acheté et qu'on appartient à quelqu'un. Donc, c'est ce phénomène-là. Phénomène de vente et d'achat. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, quand vous êtes acheté et que vous appartenez à quelqu'un, vous êtes un esclave. Mais au 19e siècle, il y a des variantes. Alors justement, est-ce qu'il en existe plusieurs sortes? Si oui, lesquelles d'esclavage? Bon, mais ça, c'est plus tard, hein, parce que quand nous parlons d'esclaves au 17e et 18e siècle dans l'Amérique des plantations, bon, c'est un esclavage. Maintenant, en Afrique, il y a plusieurs variantes parce qu'en fonction au 19e siècle, parce que vous savez qu'au 19e siècle, l'esclavage devient presque endémique, par exemple dans notre pays ici. Je sais que dans le Sahel burkinabé, dans le nord Mali, dans l'actuel Niger, je dis dans l'actuel, l'esclavage existe toujours. Ça existe toujours et c'est difficile à éradiquer. Mais quelles sont les formes vous dites qu'il y a plusieurs formes d'esclavage. C'est quoi? Bon, c'est toujours une histoire d'acheter un être humain? Oui, d'acheter. Mais je veux dire que les conditions, quand je parle c'est les conditions qui vont varier en fonction de ce que vous êtes de la première génération, de la deuxième, vous êtes né dans la maison du maître, bon, les conditions... Ah, les statuts changent. Ah, les statuts changent. On parlait même parfois de nègres de maison, si vous permettez. Non. Aux États-Unis, avec ceux qui vivaient... oui, ça c'est... aux États-Unis, il y a les domestiques, ceux qui travaillent à la grande case, les domestiques. Et puis, vous avez les esclaves de houx, enfin, du moins ceux qui travaillent dans les plantations. Voilà, les nègres de houx. D'accord. Voilà. Alors, et puis, vous avez les nègres à talent, c'est-à-dire ceux qui ont une spécialité, parce que
la plantation, dans l'Amérique des plantations, la plantation, c'est une vie presque en vase clos. Tout est produit là, et donc vous avez plusieurs fonctions. Les sucriers, les ceci, les cela, bon, voilà. Alors, à quand date l'apparition de ce phénomène en Afrique? Parce qu'on parlait d'esclavage déjà dans l'Antiquité. Oui, dans quand on lit les livres d'Homère, l'Iliade, l'Odyssée. Voilà, dans l'Antiquité, dans l'Égypte ancienne, il y a des esclaves d'origine africaine qui étaient... Mais à cette époque-là, il n'y avait pas que les Africains noirs. Qui étaient esclaves? Qui étaient esclaves. D'accord. Même quand vous prenez la Turquie actuelle, vous avez des Noirs, mais vous avez aussi des Blancs. Vous avez des Blancs. Qui ont été esclaves? Qui ont été esclaves. Parce que c'était quoi? Il n'y avait pas un côté racial à cette époque? C'était quoi? C'était économique? C'était des captifs de guerre? C'était quoi? Oui, bon. L'esclavage va être racialisé lorsque ils vont, par exemple, en Amérique. Là, c'est le noir. Là, c'est le noir. Comme dans le Sahel, c'est le noir. Dans nos sociétés forestières du Sud, ici, ce n'est pas une question de couleur de peau, c'est une question de sang. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous êtes d'une lignée d'esclaves, c'est votre sang qui n'est pas pur. Et donc, dans certaines sociétés, on ne souhaite pas, par exemple, épouser une femme dont l'origine n'est pas servile. D'accord. Même jusqu'à présent, dans certaines sociétés, ça existait. Mais justement, qui étaient les esclavagistes et les esclaves? Parce que vous nous dites, il y avait des Noirs esclaves, il y avait des Blancs esclaves. Est-ce qu'il y avait des Noirs esclavagistes en plus des Blancs? Non, quand nous sommes au 19e siècle, même avant, parce que pendant les migrations, vous verrez que les populations à Caen qui viennent de la zone de la Côte de l'Or connaissaient déjà l'esclavage là-bas. Donc, il y en a qui viennent avec des esclaves. Quand vous prenez les Mandés du Ourodougou, ils viennent du Mandé avec des esclaves. Maintenant, sur place, ils vont aussi faire des esclaves. Vous voyez? Donc, c'est un phénomène ancien. Depuis l'Antiquité là-bas, dans le Moyen-Âge africain, vous avez des esclaves à la cour des rois du Mandé, dans l'Empire Songhai, etc., etc. Donc, c'est important ce que vous dites. Vous nous dites que finalement, en fait, l'esclavage existait déjà entre Africains, sans l'éruption des Blancs, des Occidentaux. Oui. Déjà, nous-mêmes, on avait des esclaves culturellement. C'était une pratique voilà. sociale. Le problème, c'est que quand l'esclavage apparaît, par exemple, dans l'Empire du Mali ou bien même avant, le commerce transsaharien existe déjà. Et donc, il y a des esclaves qui sont déjà dans le circuit. Est-ce que ça existait avant le contact avec le monde musulman? Bon, donc il y a un point d'interrogation là. Mais ce qui est certain, c'est que quand les Portugais arrivent sur la Côte de l'Or, déjà, l'esclavage était connu. Et il va y avoir dans un premier temps un esclavage d'Afrique en Afrique, enfin un trafic d'Afrique en Afrique. Ils vont prendre des esclaves dans le golfe du Bénin pour venir les vendre sur la Côte de l'Or, puisque les Akans avaient besoin de ces esclaves pour l'extraction de l'or, pour l'agriculture, etc., etc. Dans un premier temps, c'est ce qui va se passer ici. Voilà. Donc, est-ce que les Africains, donc, à vous écouter, ont activement participé à la traite négrière, même celle, on va dire, orchestrée par les Occidentaux? Oui. Disons que beaucoup d'historiens sont, à mon avis, dans le militantisme. Je pense qu'il faut sortir du militantisme et de l'idéologie. Je ne dis pas que ce sont les Africains qui ont instauré la traite. Mais quand ça a été instauré, les
l'élite politique y a répondu favorablement. Il y a plusieurs phases dans nos rapports avec les Européens. Dans un premier temps, c'était les échanges diversifiés. À l'époque, les gens achetaient les pots, achetaient plusieurs choses et l'Afrique offrait ça, en Sénégambie en particulier. Et puis, quand la demande atlantique se spécialise sur l'esclave, les Africains répondent et offrent les esclaves. Parce que moi, je dis souvent aux gens, vous pensez que les Européens vont à l'intérieur pour capturer les Africains? Ce n'est pas possible, ça. Parce que le royaume Ashanti était un royaume puissant. Le royaume du Dahomey était un royaume puissant. Comment ils vont faire? Quand les Européens arrivent à la cour d'Abomey, ben, il y a toute une étiquette. Et ils sont pas en territoire conquis, contrairement à ce que les gens croient. Non. Il y en a qui disent, oui, ils ont braqué le fusil, et puis non. Ah oui, c'est une idée reçue? Oui, il y a des gens qui racontent. En fait, vous voulez dire qu'il y a une collaboration volontaire, c'est ça. C'est-à-dire, vous parlez de Dahomey, qui est l'actuel Bénin. On se souvient tous avec les Amazones de cette garde rapprochée et de finalement cette société bien organisée où l'élite était extrêmement respectée. Vous nous dites que quand les Occidentaux viennent, ils collaborent. L'empire de Dahomey, comme les autres empires africains, collaborent. Au lieu de donner des marchandises, en plus des marchandises, des choses, ils donnent des hommes. Non, en fait, quand on pose la question au roi de l'Ashanti ou au roi du Dahomey, ils vous répondent, non, on ne fait pas la guerre pour faire des captifs pour les vendre. Ça, ils vous le disent. En fait, quand ils reçoivent, après les batailles, les esclaves, ils font une répartition. Il y a une partie que le roi garde pour ses travaux, ceci, cela. Une partie est donnée aux dignitaires et aux guerriers. Une partie est conservée pour les sacrifices. Sacrifice humain. Okay. Voilà, voilà. Ce qu'on appelle la fête des coutumes à Abomey, c'était ça. Et puis une partie est destinée à la vente. Pour avoir quoi? Pour avoir des armes à feu, tout ce qu'on appelle les instruments de la puissance, les armes et tout ça. Et puis les produits de luxe. Ça, et donc ça, c'est avec les Occidentaux qui font ce troc. Voilà. Ce troc-là. Donc des esclaves contre des armes et des marchandises de luxe. Voilà. D'accord. Donc vous nous dites vraiment qu'on y a activement participé dans notre société. Et on va parler tout à l'heure, pourquoi ce déni collectif? Pourquoi on ne fait que fixer vers les Occidentaux et accuser les Blancs sans prendre notre responsabilité dans cette histoire? C'est le drame de l'Afrique. Hein. Nous pointons du doigt l'autre. Mais nos propres faiblesses, bon, on les paie. Mais oui, parce que justement, quand l'esclavage va être aboli, la pratique va se poursuivre. Bien sûr. En Afrique. Alors que les Occidentaux, ils ont mis fin à l'esclavage, mais nous, on va continuer. Voilà. Pendant longtemps. Pendant longtemps, jusqu'à ce qu'en 1905, c'est la colonisation qui met un terme, mais a eu du mal à mettre un terme à la pratique. Au Sénégal, je dis, jusqu'au Niger, jusqu'à présent, ça existe. Parce que ça fait partie des structures même de la société. En Mauritanie, tout ça, c'est un legs historique qu'on a quand on voit ces pratiques dans certains pays encore aujourd'hui d'Afrique. Actuellement, on a du mal à faire cesser ça. Même, on peut prendre des mesures, mais ça continue. Il faut pouvoir. Donc, nous, on a continué. On a continué avec les guerres de Mori Touré, ceux qui ont fondé Marabadiassa, Samori Touré, mais avant Vakou Touré, qui était dans le Ourodougou. Et vous avez aussi dans le Wassoulou, dont une partie est en Côte d'Ivoire, la zone de Ménignan. Voilà. Donc, là-bas, c'était une zone de capture des peuls du Fouta.
Si vous voyez, il y a dans le Wassoulou ivoirien, la zone de Ménignan, par exemple, le côté ivoirien, vous avez des Peuls qui sont venus à la recherche d'esclaves. Ségou se ravitaillait dans le Wassoulou également. Et cet esclavage, il y a une partie qui va alimenter l'esclavage intérieur, mais l'autre partie va alimenter la traite négrière dans le sud, à partir de la Sierra Leone et tout ça. Voilà. Alors, on va revenir sur la Côte d'Ivoire à plusieurs titres. Le projet déjà de la route de l'esclave est né comment? Vous y avez participé. Expliquez-nous ce qui... Le projet a été initié par Haïti et autres. Et donc, c'est en 1994 que l'UNESCO, à Ouida, a initié le projet. À l'issue de ça, il y a un colloque qui a eu lieu à Cotonou, etc., etc. 1994. Alors, donc, nous ici, nous avions participé dès le début, en faisant des conférences, etc. En fait, du moins, sous l'égide du ministère du Tourisme et du ministère de la Culture. Maintenant, c'est à partir véritablement du ministre Bandama que le projet va être vraiment lancé. Vraiment lancé. Et donc, en 80, en fait, du moins. Et donc, nous avons, moi je suis venu dans le projet un an après. Et j'ai donc fait les TDR pour que nous puissions vraiment lancer les recherches. D'accord. Donc, c'est ça qui a abouti à un premier rapport que nous avons adressé à l'UNESCO et au lancement de la route de l'esclave à Kanga-Nianzé. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement cette route? C'est quoi? C'est le chemin qu'empruntaient les esclaves à l'époque, c'est ça? Oui, il y a plusieurs routes à l'intérieur. Parce que la route de l'esclave, si on s'en tient au premier terme, c'est vraiment donc la route maritime, hein, depuis l'Afrique jusque dans les Amériques. Hein. Et donc, il y a plusieurs escales. Par exemple, à partir de la Gambie, de la Sierra Leone, ils vont prendre de la nourriture, etc. Et puis, bon, ils vont progresser. Et donc, il y a plusieurs espaces. Quand dans les archives de la Loire-Atlantique, aux archives de Parlement, quand le négrier dit « je vais établir ma traite au haut de la côte », ça veut dire région de la Gambie, de la Sierra Leone, la Guinée-Bissau. Maintenant, quand il dit Côte de l'Or, le terme est très générique. Parce que quand il dit je vais à la Côte de l'Or, vous verrez que le navire est aussi à Cap-Laou. Et jusqu'à même à Ouida. Vous voyez? Mais justement, parce qu'on dit la route, on parle de la route des esclaves de Côte d'Ivoire, mais c'est antinomique, la Côte d'Ivoire n'existait pas à cette époque-là. Pourquoi Oui, ça n'existait pas, la Côte d'Ivoire. Ils étaient présents dans quelle localité et déjà, quels étaient les peuples en présence à ce moment-là, sur notre sol? Alors, donc, quand les Européens sont venus, en fait, du moins pour les premières captures ont eu lieu sur le littoral, en fait, dans la région du littoral. Et puis, progressivement, ça s'est étendu vers l'intérieur. Donc, les Avikam, en fait, ils en savent quelque chose. Après, les Élomoins, mais aussi les peuples du Nord. Hein, parce que les esclaves viennent de plus loin. Ils peuvent même venir de l'actuel Burkina Faso. Les Gourounsi ont fait beaucoup l'objet de capture. Oui. Voilà. Et puis, bon, le premier peuplement, à partir du XVIIIe siècle, ça s'est fait il y a des combats. Vous voyez, la zone actuelle du centre
était peuplée par des Sénoufos, des gourous, que les gens ont dû chasser, mais ces installations se sont déroulées surtout par des guerres et des captures. Mais à cette époque-là, ce n'était pas forcément pour vendre, hein, parce que moi, j'ai une thèse qui va être soutenue bientôt sur les Agba. Ils ont fait une guerre contre les Agnis voisins, parce que les Agnis étant à la recherche de l'or, ont débordé totalement derrière l'Unzi. Donc, dans leur descente, il y a eu ces affrontements. Mais bon, la guerre à cette époque n'est pas une guerre destructrice, une guerre totale. Non, non, non. On envoie des guerriers, ils font 2 ou 3 victimes, ils fuient, et puis bon, voilà. Donc, les peuples africains y étaient. Au XVIIIe siècle, quand la traite prend de l'ampleur chez nous, la traite atlantique, oui. Voilà, parce qu'il y a la traite intérieure, il y a des gens qui sont dedans. Il y a les Élomoins, il y a les Baoulés, il y a les gens qui sont plus au nord, et puis quand on arrive vers la Basque ici, il y a les Dida, il y a les Gaudiers, il y a les Avikam, voilà. Est-ce qu'il y a un peuple qui a été plus captif qu'un autre chez nous actuellement? Est-ce qu'il y a un peuple qui a été plus touché ou une localité qui a été particulièrement touchée dans la Côte d'Ivoire actuelle? Bon, il y a des zones quand même où il y a eu quand même beaucoup de choses. Le pays Gouro. Vous savez, les Gouro étaient aussi des esclavagistes. Hein. L'une des raisons pour lesquelles ils ont résisté face à la colonisation, c'était aussi ça, qu'on venait libérer leurs esclaves. Bon, mais il y a les peuples du Nord, parce que vers Congo, vers ceci, cela. Donc, les esclaves... C'est eux qui ont payé le plus lourd tribut à cette période-là. Ouais, ouais. Et sur le plan continental, en Afrique, quelle est la partie de l'Afrique qu'on a eu plus d'esclaves? L'Afrique centrale. L'Afrique centrale, c'est quel pays? Le Congo? Congo, le sud du Gabon, le Congo, l'Angola. C'est là qu'on a pris le plus d'esclaves sur le continent africain pour aller... Au moins 40%. 40% des esclaves venaient du Congo, de cette zone. De cette zone qui est aujourd'hui, effectivement. Après, vous avez comme on appelle le delta du Niger, cette zone-là. Vous avez la Côte de l'Or. Nous, en Côte d'Ivoire, ici, quand on regarde avec nos 94 000 esclaves, nous sommes à 0,04%. Toute cette période, on a eu 94 000 esclaves qui ont été capturés dans ce qu'on appelle actuellement la Côte d'Ivoire. Voilà. Pour aller où, généralement? Aux États-Unis, non, en Amérique? Il y a une partie. Disons que les premiers négriers sur nos côtes, ce sont les Hollandais. Ah, c'était pour... Oh, d'accord. C'était les Hollandais. Ce n'est pas par hasard que nous avons accueilli les Boni ici. Les Hollandais. Et puis les Français, les Anglais, les Brésiliens, etc. Hein. D'accord. Donc on a des gens, même au Mexique, il semble que nous avons des Dida, et même peut-être même des Sénoufos. Mais justement, parler des États-Unis, récemment, là, cet été, j'ai visité un musée afro-américain à Washington et franchement, j'étais stupéfaite de voir les archives. Ils ont des objets, ils ont fait un travail que j'ai vu dans aucun pays africain par rapport à cette histoire difficile. Comment vous l'expliquez? Que nos musées soient vides, bon, on va peut-être parler de la restitution des biens, qu'on n'investisse pas autant pour savoir notre passé par rapport à d'autres? Vous savez, c'est une question de conception. Même nous, dans les sciences humaines, nous avons beaucoup de difficultés à avoir des financements. Puisque dès que vous soumettez un projet, on vous demande les retombées sur le développement. Donc, vous savez que cette façon de valoriser nos cultures, bon, peut-être que les gens croient que c'est peut-être pas, c'est pas important. Prioritaire. C'est pas prioritaire. Prioritaire lorsqu'on a des problèmes de scolarisation, de soins.
Donc, voilà. Sinon, je pense que nous avons beaucoup de choses. Hein. Nous avons beaucoup de choses. Il faut peut-être visiter un peu la Côte d'Ivoire pour se rendre compte que nous avons un patrimoine important. Un patrimoine important. Mais qui est conservé? Non. Est-ce qu'il y a un travail de mémoire, en fait, qui est fait? Bon, bien sûr, il y a la route esclave. C'est l'un des objectifs de la route. Quand nous allons en pays d'Ida, c'est parce que je ne suis pas venu. Vous avez une série d'objets de cette époque-là qui est conservée chez l'habitant. Notre souci, c'est comment faire pour ne pas que ça tombe entre les mains. C'est conservé chez l'habitant? Oui. C'est pas risqué, ça? Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Que nous avons peur que ça ne tombe entre les mains des antiquaires. Alors, donc, l'un des points, c'est de faire en sorte que l'État de Côte d'Ivoire puisse acquérir ces objets, parce que nous avons un projet, nous avions un projet, un musée à Grand Laou. Maintenant, le problème aujourd'hui, c'est que nous avons des objets répartis dans plusieurs villages. Faut-il les rassembler pour les mettre dans un musée à Grand Laou, ou bien est-ce qu'il faut faire des musées un peu régionaux? Voilà, pour que d'autres routes de l'esclave puissent avoir un sens. Voilà. Dernière question, on m'avait dit que le terme a changé. On parlait à l'époque de la route de l'esclave, et maintenant on parle de la route des personnes mises en esclavage. Pour quelle raison? Puisque c'est comme ça que ça s'est passé. Parce que la route de l'esclave, c'est comme si déjà les Africains, c'est pour montrer quand même que la responsabilité est aussi européenne, hein, puisque c'est eux qui mettent... voilà. Et donc, bon... La route de l'esclave, quoi? Ça suppose que tous les Africains étaient des esclaves, alors que la route de l'esclave, des personnes mises en esclavage, c'est pour dire que... voilà, ils le sont devenus. Mais ils n'étaient pas dès le départ. Voilà. Ils n'étaient pas dès le départ. Et ça change grand-chose, vous pensez? Oui, dans la conception des choses. Dans la conception. Et dernier mot peut-être sur la célébration de... commémoration, peut-être pas célébration, de la fin de l'abolition de l'esclavage. Qu'est-ce qui a été fait rapidement? Vous pensez qu'on a... Est-ce qu'on le célèbre vraiment? Est-ce qu'on en tient compte? Bon, on fait cette émission, mais est-ce que... Il y a eu des événements à l'Institut français. Et là encore, voilà, c'est pas l'Institut ivoirien, c'est l'Institut français qui met en place un événement. Ouais. Comment vous l'expliquez? C'est vrai, comment vous l'expliquez? Que ce soit toujours les autres qui prennent ces projets à bras-le-corps. Moi, je suis intervenu pour faire des conférences. C'est à la demande de l'Association des Antillaises et Guyanaises. Enfin, Antillais et Guyanais. C'est à leur demande que je faisais des conférences. Et puis, quelquefois, la culture, dans les premiers moments. Oui. Mais cette fois, bon, c'est l'Institut français qui fait quand même beaucoup de... Ça sera le mot de la fin. Bon. Merci, monsieur. Merci beaucoup pour toutes ces explications et ce moment d'histoire intemporelle. Merci de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1.